Voilà, mesdames et 30 messieurs, minutes bienvenue d'analyse, pour votre mesdames émission. et messieurs. Bienvenue chez vous. Vous êtes de suivre cette émission de partout. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à l'extérieur du pays aussi, à travers YouTube. Vous êtes connecté sur Yokason Télévision. Vous êtes capable de suivre cette émission, monsieur, mesdames. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, on reçoit un invité avec qui on va discuter, on va analyser bien sûr sur les questions d'actualité. Alors, je crois que c'est déjà pour vous un rendez-vous bien respectif qu'on ne peut jamais, en aucune fois, ou soit ignorer, soit oublier, ou soit laisser faire, mais on a toujours faire en sorte que vous soyez toujours édifiés. Là, bonjour, Simon Kalinga. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes devant la télévision de Yokason. Quels sont des mots motivatifs que vous avez? Non, mais nous disons bonjour aux téléspectateurs. Nous exprimons notre gratitude pour l'invitation que vous nous avez lancée. Voilà, nous sommes contents d'être sur votre plateau. Voilà. Nous avançons directement avec la première question. Aujourd'hui, nous avons un débat qui est en train de donner un peu de bruit par-ci par-là concernant la situation de la CNU. Vous, étant que membre de l'UDPS, comment vous analysez cette situation étant qu'un porte-parole numéro 1 de l'UDPS? Bon, je ne sais pas à quelle situation de la CENI vous faites exactement allusion, mais d'une manière générale, ce qu'il faut dire, c'est que nous approchons sûrement et lentement et sûrement des échéances de 2023. Il est normal que l'organe chargé de réaliser les élections puisse déjà être mis en place, et dans les différents états-majors des composantes qui doivent envoyer des délégués à la CENI, c'est le branle-bas de combat, c'est le remue-ménage pour arriver à faire passer tel ou tel candidat comme représentant de la structure au niveau de la centrale électorale. Donc il n'y a pas matière à paniquer ou à s'émouvoir autrement, si ce n'est que laisser le débat se dérouler pour que les uns et les autres puissent trouver les oiseaux rares qui doivent conduire la CENI pour des élections libres, transparentes, apaisées et inclusives. Et pourquoi Denis Kadima, qui a été déjà désigné, il fait peur dans des partis politiques ou autres, et il dénonce, il est proche du pouvoir? Est-ce qu'à l'UDPS, vous avez une fois enregistré Denis Kadima étant un membre de l'UDPS? Vous savez, l'UDPS a des milliers de membres. Hein. Certainement. Et je ne peux pas là, moi, à partir de mon bureau, dire que je peux certifier que tel est membre ou n'est pas membre. Mais ce qui est vrai, c'est que les sympathisants et les membres à l'UDPS, on en compte par milliers. Mais parmi les acteurs qu'on dit, les acteurs de la société civile, même quand on va au stade de football pour assister à un match de football entre deux grandes équipes, l'arbitre, même s'il comptait parmi les supporters de telle ou telle équipe, on ne le dit pas. Un arbitre professionnel, quand il arrive, quand il porte son maillot noir, il doit être un arbitre impartial. Il ne doit pas avoir des couleurs, il ne doit pas afficher ses couleurs, même si dans son fort intérieur il peut avoir tel ou tel penchant. Donc faire un débat sur les opinions cachées des officiels, c'est vraiment être un peu hypocrite, comme si les officiels des matchs ou les officiels des compétitions sont des robots qui ne peuvent pas avoir une pensée à gauche ou à droite. Ce qu'on demande à ceux qui ont des tâches d'impartialité, c'est justement
de faire leur travail en toute conscience, sans blesser les susceptibilités des autres et sans laisser paraître leurs sentiments intérieurs. Parce que personne ne peut assurer que telle personne est vraiment comme une pierre. Il a un cœur de pierre, il n'a pas un sentiment, il n'a pas ceci et cela. Mais ce n'est pas ça qu'on demande à ceux qui ont comme tâche d'arbitrer des compétitions. Ce qu'on leur demande, c'est d'être des personnes consciencieuses, qui sont de bonne moralité, pour savoir que dans une compétition, celui qui a la charge d'arbitre doit rester le plus neutre possible. Alors pourquoi ces derniers doutent toujours de Denis Kadima, et pourtant Kadima c'est un expert à la matière électorale, on en a vu le CV, et pourquoi ces derniers doutent jusque-là, ils ne veulent plus donner une position nécessaire à Denis Kadima? Personnellement, je ne connais pas Denis Kadima, mais ce que je peux dire aux uns et aux autres, c'est justement de savoir garder la raison. Il faut savoir garder raison, parce que je venais de le dire, vous ne pouvez pas, dans une situation concernant les hommes, concernant les personnes humaines, faire parler ou faire agir une autre personne humaine et lui demander d'être un robot. Un robot n'a pas de sentiments, mais tout homme, toute personne humaine a des sentiments. Seulement, quand on a des responsabilités pour lesquelles tout le monde attend de vous un comportement d'égalité, vous n'affichez pas, d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas à afficher vos sentiments personnels parce que vous avez un rôle d'impartialité à jouer. D'accord? Maintenant, c'est toujours... moi, je me réfère toujours au football parce que c'est le sport le plus répandu dans notre pays. Quand nos équipes représentatives jouent un match sur un terrain de l'adversaire, nous avons toujours une certaine appréhension pour dire « Ah, dans ce pays-là, notre équipe va être maltraitée par les supporters, l'arbitre va être corrompu, le pays va faire ceci, cela. » C'est des sentiments que les gens ont d'habitude. Mais ici, sur le terrain des élections, à moins de faire appel à des machines, mais si c'est des personnes humaines, dans leur fort intérieur, il y aura toujours un sentiment. Mais ce n'est pas ça qui peut faire peur aux autres, parce que dans la composition d'un organe comme la CENI, on essaie de mettre en place des contrepoids pour contrebalancer ce qui viendrait comme penchant sentimental de part et d'autre. Donc c'est un peu ça qu'il faut considérer et non pas aller dans les considérations d'ordre vraiment sentimental. Il faut plutôt faire place à la raison. Il faut faire parler la raison et non pas chercher à dire que telle personne est un robot ou telle personne est comme une pierre. Il n'aura pas à réagir d'une manière ou d'une autre. Non, ça ce n'est pas correct. Donc il ne faut pas faire prévaloir ou faire de préjugés sur les gens. Il faut bien sûr tenir compte du fait qu'on a affaire à des personnes humaines qui peuvent avoir des sentiments. Mais mettre en place des mécanismes tels que les uns et les autres soient rassurés par rapport à l'impartialité, par rapport au jugement équitable. Donc c'est ce qu'il faut arriver à faire. Actuellement, c'est comme si... Et ne pas laisser... Parce que les débats qui sont sur la scène politique tendent à nous faire croire qu'on peut trouver, pour notre CENI, on peut carrément monter au ciel, demander à Dieu de nous envoyer des anges qui viendraient arbitrer ou diriger les élections. Voilà. Non, on n'aura jamais affaire aux anges. On aura toujours affaire à des hommes qui pourront, d'une manière ou d'une autre, être accusés de ceci ou de cela.
Par conséquent, il faut, comme j'ai vu les églises faire, mettre en place un critérium qui rassure quant à la valeur, aux valeurs éthiques et morales des personnes qui sont désignées, quant à leurs compétences dans la question électorale, ainsi de suite. Ce sont des choses qui peuvent arriver à sécuriser les uns et les autres. Si on a affaire à un expert en matière électorale, quelqu'un qui a une carte de visite à défendre, quelqu'un qui a déjà été invité dans joutes électorales dans d'autres pays, donc quelqu'un qui tient à ce que son honneur soit préservé, c'est une sorte de garantie. Donc c'est un expert, quelqu'un qui a une notoriété à défendre, et puis quelqu'un qui est de bonne éducation, qui a une bonne moralité, qui croit à des valeurs éthiques. Voilà un ensemble de critériums que j'ai vu les églises ériger pour arriver à départager les différents candidats et arriver à choisir celui qui allait être, ou celui qui doit être le candidat à présenter à l'Assemblée nationale. Alors, c'est comme si actuellement il y a un aiguille sur roche entre l'UDPS et la SENCO. Qu'est-ce qui fait que l'UDPS et la SENCO puissent avoir un peu de tiraillement et des problèmes de temps à autre? Non. Il ne faut pas spéculer. Il ne faut pas dire que c'est comme s'il y a anguille sur roche entre l'UDPS et SENCO. La dernière sortie de l'UDPS par rapport à la question des confessions religieuses. Les confessions religieuses, d'abord il faut noter qu'il y a plusieurs confessions religieuses, parmi lesquelles la religion catholique, il y a les kimbanguistes, il y a les musulmans, vous avez les églises des réveils, il y a plusieurs confessions religieuses. Alors, ces délégués des confessions religieuses qui étaient appelés à choisir le candidat, la confession religieuse, candidat président de la CENI, les délégués là ont fait un communiqué qui a fait réagir tout le monde. Et parmi les personnes qui ont réagi, l'UDPS aussi a réagi pour dire que dans leur communiqué du 23 juillet dernier, en son point 5, les confessions religieuses prétendaient, ou ont prétendu en tout cas que ils doivent choisir quelqu'un qui va faire aboutir le processus à l'alternance politique. C'est cette phrase-là qui a fait tiquer l'UDPS et qui a fait réagir l'UDPS. Les confessions religieuses n'ont pas à désigner un candidat qui va amener le processus pour aboutir à l'alternance obligatoirement. Donc, c'est à ce niveau-là que l'UDPS a dit non. C'est montrer un penchant. Parce que aux élections de 2023, nous avons un candidat, au moins, en tout cas il y a déjà un candidat, le nôtre, qui est aujourd'hui président de la République, qui, de par ce qui lui est reconnu par la Constitution, a encore droit à un deuxième mandat. Et le deuxième mandat, il ne va pas le prendre de force. Pour le prendre, il doit retourner aux urnes et solliciter le suffrage du peuple. Donc, dans la manière de parler des confessions religieuses, ou en tout cas de leurs délégués, c'est comme si eux considéraient que notre candidat à nous, aux élections de 2023, n'a pas droit d'obtenir un deuxième mandat. Voilà contre quoi l'UDPS s'est insurgé. Maintenant, si les gens considèrent que la locomotive des confessions religieuses, pour une raison ou pour une autre, ce serait la SENCO, là c'est l'opinion, et ceux qui considèrent que la SENCO est la locomotive ou serait à la base de ce qui a été dit là. En tout cas, au point de départ, l'UDPS a dénoncé et condamné fermement, de manière audible, le fait que les délégués des confessions religieuses aient prétendu que le processus électoral de 2023 doit aboutir à l'alternance politique. Voilà.
Voilà. Ça, c'est clair. Ce n'est pas à supposer. Il y a eu une déclaration que tout le monde a notée et il y a eu une réaction de l'UDPS faite au clair du jour, sans détour. Donc, il n'y a pas anguille sous roche. Bon, c'est ça maintenant l'éclairage par rapport à cette discussion, parce que jusque-là, on s'est posé des questions, qu'est-ce qui ne va pas entre l'UDPS et aussi la SENCO. Et on revient toujours... Donc vous avez retenu que la protestation de l'UDPS n'est pas seulement contre la SENCO, c'est contre les confessions religieuses, en tout cas leurs délégués qui ont fait la déclaration ou le communiqué daté du 23 juillet, qui, dans son point 5, prétendait qu'il faut aboutir en 2023 à l'alternance. Ce qui veut dire en clair qu'en 2023, pas question de reconduire Félix Antoine Tshisekedi pour un second mandat, alors que la Constitution ne l'interdit pas. C'est ça, contre ça que l'UDPS s'est opposé. Ça, l'UDPS a raison d'avoir revendiqué ça. Évidemment, parce que c'est de droit, c'est de par la Constitution. On ne peut même pas discuter à ce sujet. C'est la loi qui prévoit ça. Voilà. Voilà. Bon, est-ce que dans la Constitution congolaise, il y a une loi qui est bel et bien établie, qui donne l'accès aux confessions religieuses d'avoir désigné un candidat, le président de la CENI, parce que jusque-là, il n'y a aucun éclairage, aucune lumière. La loi électorale donne à la société civile un certain nombre de prérogatives par rapport aux élections. Donc, la société civile, dans son ensemble, a un certain nombre de délégués à désigner pour la CENI. Pour la CENI. Notamment la société civile. La société civile dans son ensemble. Et dans la composante des confessions religieuses, on leur a donné, aux confessions religieuses qui font partie de la société civile, on leur a donné la prérogative de désigner celui qui sera le président de la CENI. C'est par la loi. Il n'y a pas à contester ça. C'est un droit que les confessions religieuses ont de désigner le candidat qui va présider la CENI et un autre candidat qui sera membre de la plénière de la CENI. La loi le dit clairement. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais les confessions religieuses sont organisées, du moins il y a au moins 8 composantes. Il y en a 8. Donc, confession religieuse. Toutes les 8 ont la charge de désigner le candidat président CENI et un candidat membre de la plénière de la CENI. C'est leur droit reconnu par la Constitution. Par la loi. Par la loi. La loi électorale. Donc, là, personne ne conteste ce droit-là qui est reconnu aux confessions religieuses. Comme elles sont 8, et que toutes les 8 doivent désigner 2 personnes. Bon, c'est normal que entre elles, les confessions religieuses, elles doivent s'entendre, en tout cas s'accommoder pour arriver à désigner les 2 personnes attendues de leur conglomérat, enfin de leur ensemble. Voilà. C'est comme si, depuis la naissance de cette situation, on est en train d'observer comme si on peut trouver une guerre ethnique. Parce que de là, il y a aussi les Équatoriens qui sont en train de parler, de dire non, toucher en Bongo, c'est toucher l'Équateur. Au Kassai, là-bas, il y a des problèmes. C'est à Kinshasa, n'en parlons pas. Alors, quel avenir pour cette situation dans notre pays? La République démocratique du Congo est un très grand pays constitué à ce jour de 26 provinces. Chaque Congolais est originaire d'au moins une province, si pas de 2. Parce qu'on peut avoir un parent qui est d'une province et l'autre parent d'une autre province. Donc, l'enfant né des parents congolais, venant chacun d'une province différente, cet enfant-là est à la fois aussi bien de la province de son père que de la province de sa mère. D'accord? Moi, je suis à cheval entre deux provinces. Je suis d'une province par mon père et d'une autre province par ma mère. Il en est de même pour beaucoup d'autres Congolais qui peuvent être à gauche, à droite. Il y en a aussi dont les parents sont tous les deux d'une même province. Donc, à ce moment-là.
dire que telle personne, quand on l'attaque, on a attaqué sa province, ou quand on lui reproche quelque chose, on a affaire avec toute la province. Ça, c'est pas un comportement ou une réaction digne d'une république. Dans la république, et même dans la loi, quand quelqu'un commet une faute, on dit que la faute est individuelle. On ne va pas poursuivre les parents pour la faute d'un enfant. Ou on ne va pas condamner les enfants pour la faute d'un parent. Donc, qu'on ne fasse pas l'amalgame. Ce discours-là vient souvent de ceux qui n'ont pas d'arguments pour se faire valoir dans la société. Ils recourent à des raccourcis comme ceux-là, la tribu, ainsi de suite, pour se faire valoir. Il n'y a pas un problème de tribalisme dans une république. Le comportement de chacun de nous influe sur la marche du pays. Si vous avez une plaie à la jambe, même votre bras a mal quand vous avez mal à la jambe. Donc, parce que le bras appartient au corps. Si le corps a mal quelque part, c'est tout le corps qui est malade. Certainement. D'accord. Donc, qu'on ne vienne pas avec des discours tels que on peut être bien à l'Équateur et être en mauvaise situation au Kasaï ou au Katanga ou ailleurs. Quand le Congo pleure les morts que nous avons ou nous enregistrons à l'est du pays, c'est tout le Congo qui est malade de ce comportement-là des terroristes à l'est du pays. Ce n'est pas un problème seulement qui concerne les originaires de Kivu ou de l'Ituri. Vous comprenez? Donc, qu'on ne vienne pas avec un discours ségrégationniste pour dire que quelqu'un qui a mal fait, ah non, pourquoi on lui reproche parce qu'il est de ma province? Non, c'est pas ça. Il faut voir le pays et il ne faut pas voir les villages ou la province pour un mal qui touche tout le pays. Il faut voir le Congo, il faut aimer le Congo. Voilà, merci beaucoup. Le porte-parole de l'IDPS. Je vous rappelle que c'est un porte-parole de l'IDPS, Simon Kalinga, qui est aujourd'hui devant la télévision de Yokasson, à qui il est en train de dévoiler des secrets auxquels on avait des zones d'ombre. Jusque-là, on n'avait pas de réponses, plutôt des fois aussi à retenir, mais grâce à lui, on est en train de d'œuvrer petit à petit jusqu'à la fin de notre émission. Aujourd'hui, on a vu le député de l'Ituri. Il nous était plus content d'avoir encore prolongé l'état de siège. Pourquoi? Vu ce qui se passe à l'est du pays jusque-là, la paix n'est pas retrouvée. Alors, qu'est-ce que vous nous précisez? Parce qu'on en a vu droit à ne pas signer, ne pas voter pour que l'état de siège soit encore prolongé. C'est comme s'il y a des gens jusque-là. Non, il faut comprendre la douleur qui étreint les cœurs de nos frères ressortissants de Ituri ou des autres provinces de l'Est dans la situation de terrorisme, avec tous les résidus des rebelles qui sèment la désolation dans cette contrée-là. La pression de nos forces de sécurité est tellement forte que l'ennemi en débandade est en train dans sa fuite, en train de saccager son aménagement, de détruire, de s'en prendre à la pauvre population sans parfois dépourvu de défense, des moyens de défense. Et souvenez-vous seulement que quand vous avez affaire à un serpent venimeux à qui vous cherchez à couper la tête, avant de rendre l'âme, ce serpent-là fait beaucoup de convulsions. Et si c'est un serpent assez gros comme un python ou un boa, il peut ramasser les gens dans ce mouvement de soubresauts en jetant sa queue de part et d'autre. Il peut arriver à causer beaucoup de dégâts. C'est peut-être ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle dans l'est du pays où, en tout cas, nos forces armées, grâce à l'état d'urgence, ont augmenté la pression sur ces forces négatives de manière que ces forces, dans leur fuite, dans leur débandade, tuent sans ménagement
nos populations. Mais nous avons les dents serrées dans cette situation-là. C'est des coups qui nous sont donnés à nous, Congolais. Et le sang qui se répand là, on ne sait pas le jeter. C'est comme vous recevez un coup à la mâchoire, le sang gicle, et il y a parfois l'obligation d'avaler le sang au lieu de tout jeter avec la salive. Donc c'est une situation que tous nous espérons qu'elle sera de très courte durée pour que les forces armées et la police qui est en activité intense dans cette région puissent arriver à bout de ces forces négatives-là. Donc nous devons plus encourager nos frères ressortissants de ces coins pour qu'ils arrivent à soutenir cet effort qui doit aboutir, nous pensons bien, à la paix, une paix durable avec la reprise en main de chaque centimètre carré de notre pays par l'État représenté par les forces loyales et les forces armées ainsi que la police, ainsi que d'autres forces de sécurité. Il y a des négociations par-ci, par-là. Il y a ceux de... Nous avons, nous là à côté, là, nous avons des présidents de pays voisins dont nous sommes en collaboration avec eux jusque-là. Je crois, d'où provient encore les ADF, parce que le gouvernement provincial remplit des militaires et tout consort. Et nous avons l'espoir que durant ces mois dont on a établi ces situations, on aura voir la paix régner déjà, aussi rétablissement d'autres choses qui devraient déjà être à lieu. Mais on en est en train de voir que ça continue. Alors, quelle idée, hein, quelles sont des idées que vous avez à proposer parfois au gouvernement national qui est provincial, afin de mettre en pratique ce mécanisme pour trouver une paix durable, comme vous venez de le dire? Mais des propositions nouvelles, il n'y en a peut-être pas. L'appel a été lancé à l'ensemble de la population. Parce que qu'est-ce qui se passe là-bas? On a toujours dit que le phénomène que nous vivons dans cette province-là ou dans cette contrée-là est celui d'une guerre asymétrique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vivent avec vous, mais qui ont une double face. Ils semblent inoffensifs ou en tout cas innocentes pendant la journée et la nuit tombée, ils changent de tourne kazakh et c'est eux qui vous font mal. Donc ce qu'on a comme parade à cette situation-là, c'est d'appeler la population tout entière à la vigilance, à signaler les moindres indices, les moindres détails qui échapperaient à ceux qui ne sont pas vigilants, pour arriver à déceler justement ceux qui ont cette latitude-là de tourner kazakh la nuit et d'être autre chose la journée. Parce que si on arrive à dénoncer régulièrement, centimètre par centimètre, les individus nocifs qui sont dans la société, il n'y a rien à faire, on va réduire davantage le champ d'action de ces forces négatives. Si on est sûr, parce que on l'a vu, les forces négatives retranchées dans la forêt, elles ne vivent pas que de la forêt, elles viennent s'approvisionner dans la cité. Mais si on arrive, quand on est commerçant dans la contrée, qu'on a un client qu'on ne connaît pas dans la cité, mais qu'on voit venir faire des achats d'une certaine valeur, on peut se poser la question, mais lui il achète toujours autant de vivres, où est-ce qu'il va revendre ça, ou bien pour qu'est-ce qu'il achète ça? Donc, ce sont des indices qui vont aider les forces de sécurité, les forces de renseignement, à pouvoir pister, poursuivre et filer ces personnes qui viennent se réapprovisionner en ville et se retrancher en forêt pour résister, afin de venir attaquer les populations dans les villages. Vous comprenez? Donc là, on a besoin de la collaboration de la population pour donner les différents indices là, qui peuvent aider les forces de sécurité loyales à mener des investigations, à faire des filatures pour arriver à justement à démanteler, l'ennemi. Donc la contribution, la participation de la population au renseignement. Donc donner l'information aux forces loyales pour qu'elles arrivent à pister
l'ennemi qui vit en forêt et qui revient en lui. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous êtes nombreux en train de nous suivre par-ci par-là. Nous vous demandons encore que ce n'est pas facile pour trouver la paix à 1 minute, mais la paix pour avoir une paix durable, c'est tout un mécanisme qu'il faut faire. Voilà, la volonté politique qu'on a observé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il en a mis ça en pratique pour décréter un état de siège à l'est du pays, d'où on en a vu de milliers de personnes qui ont perdu leur vie durant des années. Aujourd'hui, quand même, ça va, malgré les Congolais. Jusque-là, ils demeurent toujours être ingrats pour ne pas tout dénoncer, mais nous croyons qu'il y a déjà la peur à l'est du pays. Aujourd'hui, nous avons une situation qui est en train de déborder dans notre pays concernant l'accès à atteindre la magistrature suprême. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette proposition de loi? Je n'ai pas bien compris la question. La proposition de loi, avoir l'accès à la... donc, l'accès, la loi initiée par Noël Tchani, oui, passer directement là, donc pour ne pas donner privilège aux étrangers d'atteindre la majesté suprême. Qu'est-ce que vous avez analysé par rapport à cette proposition de loi? À l'instant, c'est une proposition de loi, n'est-ce pas? C'est une proposition, mais déjà déposée à l'Assemblée nationale. Oui, bon, que soit déposée, elle n'est pas encore débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, l'état où elle était encore dans le main d'un individu simple qui n'est pas un député, c'était encore un autre cas. Mais actuellement, c'est déjà dans le main d'un député et déjà déposé à l'Assemblée nationale. Et concernant nos sources fiables, on nous parle que cette loi doit être adoptée. Alors, non, la loi va passer au débat. Et elle peut être, je ne connais pas le cheminement, mais je suppose qu'elle peut être confiée à la commission PAJ, donc la commission qui va la présenter à la plénière de l'Assemblée. Elle sera débattue publiquement. Alors, les uns et les autres doivent se faire une opinion et faire peut-être des propositions aux députés pour que tel aspect soit pris en compte. Je ne vois pas pourquoi on devrait s'alarmer à ce sujet-là. C'est le cheminement que suivent toutes les propositions de loi. Elles doivent être débattues de manière à ce qu'elles soient enrichies. On retranchera ce qui n'agrée pas l'assentiment de tout le monde et on ajoutera d'autres contrepoids pour que ça soit une loi au bénéfice de la population. Il n'y a pas matière à paniquer. Il n'y a pas matière à aller en guerre. C'est une proposition de loi qui devra être discutée. Ceux qui ont des arguments contre auront le temps de les présenter. Ceux qui ont des arguments pour auront aussi le temps de les présenter. Et l'Assemblée votera. Oui, la majorité va se dégager dans le vote de l'Assemblée. Pourquoi est-ce que les gens paniquent? Pourquoi est-ce que les gens vont en guerre pour cette loi? Il n'y a pas de matière. Et admettons que cette loi est adoptée à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Union sacrée sera encore dans le nombre dont on est en train de voir de personnalités? La loi n'est pas destinée pour l'Union sacrée. La loi, si elle est votée, elle sera la loi pour la République, tous les habitants de la République, même les étrangers qui viendront en République démocratique du Congo, subiront cette loi-là. Ce n'est pas cette loi-là qui détermine qui est majoritaire à l'Assemblée et qui n'est pas majoritaire. La loi-là, elle concerne des problèmes qui touchent au plus profond chacun des Congolais. Chacun se déterminera par rapport au vote parmi les députés et une fois qu'une majorité se sera dégagée par rapport à cette loi dans l'Assemblée, nous autres qui ne sommes pas à l'Assemblée, nous inclinerons devant le choix de nos représentants dans l'organe législatif. Donc c'est comme ça que les choses fonctionnent dans une république. Nous avons des délégués à l'Assemblée, les députés nationaux. Ils ont pour tâche de voter pour nous les lois, sur base des avis que nous émettons chacun auprès des uns et des autres tels que nous les connaissons. Vous connaissez le député pour qui vous avez voté, qui vous représente à l'Assemblée. Si vous avez un point de vue à faire passer, mais discutez avec le député que vous avez élu et donnez-lui vos desiderata pour qu'il traduise ça au moment du vote de cette loi-là. C'est comme ça qu'il faut faire tourner un état de droit.
on laisse les gens discuter de la loi et le moment venu, on demande aux délégués de la population de donner la position par rapport au vote. Et ce que la majorité aura retenu, tout le monde est censé s'incliner devant ce que la majorité aura retenu. La façon dont vous avez relaté, pourquoi cette proposition de loi initiée par Noël Tchani a essayé un peu de célébrer d'autres défis. On en a vu. Non, c'est parce que les gens qui n'ont rien à faire essaient de gonfler parfois des riens pour juste occuper la scène. C'est peut-être pour des raisons de visibilité politique que les gens font ceci et cela. Bon, c'est de bonne politique aussi en démocratie que les gens se saisissent d'une occasion quelconque pour se faire voir ou se faire entendre, ainsi de suite. Mais en tout état de cause, ce qui comptera, c'est le vote final après tous les débats qui auront eu lieu à la cité, à la radio, à la télé. Mais le grand débat aura lieu dans l'Assemblée nationale. Il est évident que les députés ont pour tâche de traduire les desiderata de la grande population et de voter en fonction de la demande de la grande population. Faisons leur confiance puisque nous avons voté. Nous avons voté pour eux. Donc c'est eux qui nous représentent. Parlons, discutons entre nous à la cité, là, laissez le débat se mener si c'est vraiment important, mais que les députés aient les oreilles tournées vers la population pour savoir traduire les attentes de la population au moment du vote de la loi. Donc il n'y a pas matière à bagarre, il n'y a pas matière à la guerre, il n'y a pas matière à la panique. C'est des débats normaux dans un État de droit. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous sommes dans l'état d'urgence proclamé par le président de la République, mais on est en train d'observer à quelque part le matinée chaque jour à l'IDPS. Ce n'est pas une violation de la Constitution en fait. L'état d'urgence est proclamé pour 2 provinces, Nord Kivu et Ituri. L'état d'urgence n'est pas à Kinshasa. À Kinshasa, nous avons le problème de confinement et des mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Ne confondons pas les choses. D'accord? Les mesures barrières prises à Kinshasa, le couvre-feu à 22h, le port de masques, le lavage des mains, ça c'est des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus. Ça n'a rien à voir avec l'état d'urgence qui est destiné à faire progresser la paix au Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. C'est deux choses différentes. Le rassemblement de 20 personnes ont été refusés par le président de la République. Oui. Alors pourquoi chez nous ici, nous observons ça a eu lieu? Mais le rassemblement de 20 personnes, on a décidé que les gens ne se rassemblent pas plus de 20, n'est-ce pas? Mais tous les jours ici, vous assistez, je sais que vous êtes un fervent chrétien, vous allez au culte. Ah oui. Vous avez compté les nombres de personnes? On avait dit à l'exception des églises. Oui. Mais concernant d'autres... Tous les jours ici, vous êtes sur la route, vous comptez les nombres de gens qui sont sur la route? Donc ça, c'est bien établi par le président. Non, sur la route, il y a combien de personnes qui circulent? Nous sommes autant, je ne sais pas comment définir, mais je dis par rapport donc il y a des choses pour lesquelles on n'arrive pas à s'accommoder. Là où c'est contrôlable, c'est un contrôle. Là où c'est incontrôlable, comme sur la route, au marché, à l'église, à l'école, il y a des mesures. Donc on s'en tient aux mesures physiques, telles que port de masque, telles que lavage de mains, telles que distanciation. Les autres contraintes, on ne saurait les tenir vraiment à la lettre au risque d'arrêter la vie elle-même. Alors, qu'est-ce que vous nous affirmez par rapport à tout ce qui est passé en Bujumaï? On a vu les militants ont allé attaquer les églises catholiques qui se trouvent en Bujumaï et dans C'était quel jour? Je crois assez récemment ici, on en a parlé dans des médias. Vous croyez ou bien vous êtes sûr? Je suis sûr de ce que je suis en train de dire. Et une annonce a été faite par le Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, qui en a dit
Il a dit, il n'a pas identifié. Mais ici à Kinshasa, on a attendu, on a dit, c'est les militants. Est-ce que vous, étant que porte-parole, qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à cette situation? Vous voyez, à l'est du pays, là où il y a état d'urgence, nous sommes en train de lutter contre les forces négatives, n'est-ce pas? Oui. Notre pays est en train de combattre les forces négatives. Il n'est pas exclu que des résidus de forces négatives tels qu'on les connaît concentrés dans la province de l'Ituri et de Nord Kivu, que nous puissions avoir les mêmes résidus dans d'autres provinces qui n'arrivent pas peut-être à s'exprimer de la même manière qu'ils le font en Ituri et au Nord Kivu. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que depuis l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, notre pays en tout cas est en train de chercher à établir l'état de droit. Et nous avons, après avoir vécu plusieurs années dans un pays qui était un non-État, il est clair que ceux qui ont bénéficié de cette situation-là de non-État ne peuvent pas laisser s'installer facilement l'état des droits. Parce que dans l'état des droits, beaucoup des avantages qu'ils avaient vont se voir annihilés. Donc nous comprenons que s'il y a des manifestations négatives dans les milieux comme Kinshasa ou comme d'autres provinces, ça ne peut être que le fait de ceux qui sont opposés à l'établissement de l'état de droit. Et l'état de droit, le champion de l'état de droit, c'est l'UDPS. Donc on ne peut pas dire que l'UDPS peut être à la base d'une situation contraire à l'état de droit, parce que c'est ça même le travail que l'UDPS, c'est ça même le combat de l'UDPS, c'est d'arriver à faire l'état de droit. Donc si vous voyez des manifestations contraires à l'établissement de l'état de droit, il faut très vite et tout de suite penser aux forces négatives que l'UDPS a combattues durant toutes les dictatures qui nous ont précédés. Et que ceux qui se manifestent là, c'est des résidus qu'on va davantage morceler, émietter pour que vraiment l'état de droit s'installe. Donc ça, je le tiens et je le dis en étant en harmonie spirituelle avec le chef de l'État, avec la hiérarchie de mon parti. Je sais que nous sommes, depuis plus de 40 ans, en lutte contre les antivaleurs et tous ceux qui ont soutenu le non-État. Parce que l'UDPS veut, en tout cas a promis, de faire asseoir dans notre pays l'état de droit et la démocratie. Donc les manifestations contraires, ce n'est pas vers l'UDPS qu'il faut tourner les regards, il faut tourner les regards vers ceux que nous avons toujours combattus. On ne va pas manquer de trouver... et là, il faut en appeler à nos forces de sécurité, aux services spécialisés, de fouiner, de bien voir, de bien scruter pour dénicher ces résidus-là du pouvoir ou des pouvoirs passés. Le mot de la fin par rapport à notre émission? Non, le mot de la fin, c'est le grand espoir qui est né au Congo avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. Le peuple doit garder l'espoir. L'UDPS ne trahira pas le peuple, l'UDPS ne faillira pas à sa mission. L'UDPS a une charge très énorme, surtout que le pays lui a été donné par lui-même, son Excellence, non, pas son Excellence, par le Seigneur Jésus, que nous attendrons pour lui remettre, lui faire le rapport de comment on aura conduit le pays jusqu'à son retour. Donc, nous travaillons vraiment en toute conscience. Voilà, merci beaucoup. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Merci à Trophée Tulobaï, au Red là-bas, qui était à la présentation de cette émission. Merci aussi à Katende Dumba Delphin, le patron de la chaîne, aussi à Cordon Jamdes Kitengendaya. On dit aussi merci à Béar Kabeya pour la volonté de nous faire passer ici. Je dis aussi merci à tous les téléspectateurs partout dans le monde. Nous sommes là pour vous faire tout ce que vous voulez selon votre choix. Et je dis aussi merci à Astrid Pedengue, Stanley Kouete, Pauline Mouyaya. On se dit à la fois prochaine. Merci.